Bienvenue sur la table des experts par l'Agence d'attractivité des métiers. J'ai testé pour toi le métier d'ambulancier. Aujourd'hui, je suis avec Amélie et Gaylor pour leur poser plein de questions sur le métier. Et sans plus attendre, on va commencer par la partie formation. Amélie, quel est le diplôme pour devenir ambulancier ? Alors, il y a le diplôme d'état ambulancier et après, il y a le diplôme d'auxiliaire ambulancier. Parmi ces deux formations que tu m'as citées, est-ce qu'il y en a une qui est diplômante et reconnue par l'État ? Le diplôme d'ambulancier d'État. Et l'auxiliaire ambulancier, c'est une attestation de formation non diplômante. Est-ce que tu peux me dire la durée de formation pour le diplôme d'État ambulancier, justement la formation diplômante ? La formation dure environ 8 mois, avec différents stages et des cours en salle de classe avec différents formateurs, que ce soit médecins, infirmiers ou ambulanciers, simplement des chefs d'entreprise. Est-ce que cette formation, elle est sur concours, sur dossier ? Est-ce qu'il y a des conditions d'accès ? Alors c'est un concours oral maintenant, avant il y avait l'écrit, l'oral, maintenant il n'y a plus que l'oral. Et on demande dans certains centres de formation une lettre pour montrer un peu sa motivation, un peu comme une lettre de motivation. Et pour ce qui est de la formation auxiliaire ambulancier, donc celle qui est non reconnue par l'État, c'est quoi la durée de formation ? Alors, la durée de formation des auxiliaires, elle dure environ 2 semaines. Il n'y a pas forcément de concours d'entrée. Donc le diplôme d'État ambulancier, c'est 8 mois. Est-ce que c'est 8 mois en continu ou est-ce qu'il y a un certain nombre d'heures à respecter ? Alors c'est 801 heures de formation, c'est ça, en continu. Sinon, il y a d'autres formes de formation comme la formation par alternance qui là se fait sur 12-13 mois environ. Ok, est-ce que c'est facile de trouver un stage, une entreprise pour faire l'alternance ? Bien sûr, les patrons sont demandeurs de jeunes diplômés qui cherchent à intégrer ce métier. Et pour la formation auxiliaire ambulancier, tu m'as parlé de 2 semaines, est-ce qu'il y a un nombre d'heures également ? Donc pour la formation auxiliaire, c'est une formation qui dure environ 91 heures au total. Il y a 70 heures de formation et 21 heures de formation geste d'urgence qu'on appelle AFGSU. Quelle est la différence justement entre le diplôme d'État, qui est donc lui diplômant et reconnu par l'État, et la formation auxiliaire ambulancier ? On fait le même métier, mais c'est vrai que le diplômé d'État, lui, a les responsabilités, les connaissances pour pouvoir prendre les décisions sur les interventions. Donc il est un peu ce qu'on appelle le chef de bord. L'auxiliaire ambulancier est le second du DEA. Et il peut aussi travailler, être dans des véhicules qui ne sont pas médicalisables, comme le VSL par exemple, qui est le véhicule sanitaire léger. En gros, le véhicule sanitaire léger, c'est comme une voiture que nous, on peut avoir, simplement c'est estampillé avec la croix de vie, qui est l'espèce d'étoile bleue qui représente le métier d'ambulancier. C'est ça, exactement. Au niveau de la répartition des écoles, est-ce que c'est bien réparti sur tout le territoire ou est-ce qu'il y a des endroits bien spécifiques justement pour pouvoir aller faire ces formations ? Alors, les institutions de formation ambulancier, il en existe 2 sortes, dans le privé et dans le public. Et donc, c'est réparti un petit peu partout, c'est pas disséminé, quoi. Ah non, c'est ça, il y en a un peu partout. Un dans chaque gros centre hospitalier de la région. Pour le secteur privé, il y en a dans chaque département. Un dans chaque département, généralement. Une fois qu'on est diplômé, donc soit diplômé d'État, soit auxiliaire ambulancier, est-ce qu'on a une obligation de se former régulièrement ou est-ce qu'on a ce qu'on appelle un recyclage et devoir revalider régulièrement ses compétences ? Alors on a tout d'abord le recyclage de la formation geste d'urgence qu'on appelle l'AFGSU, où ça se fait tous les 4 ans. De chaque ambulancier, que ce soit auxiliaire comme diplômé d'État, doit repasser ce recyclage tous les 4 ans pour continuer à faire des interventions SAMU. Et est-ce qu'au-delà de ce recyclage, il y a d'autres formations que tu peux faire au cours de l'année ? Alors nous, on fait aussi des formations au sein de notre entreprise, donc des formations continues. Par petits groupes, on passe tous les 3 mois. On fait des formations sur tout ce qui est accouchement, les arrêts cardio-respiratoires, sur la manutention, sur tout ce qui est trauma. Est-ce que pour pouvoir conduire une ambulance, il y a un permis de conduire spécifique ? Alors, permis spécifique, non, c'est notre permis. On doit avoir 3 ans de permis déjà et pour pouvoir s'inscrire à la formation. Et on a une visite médicale qui se fait donc avec un médecin agréé pour valider notre compétence à pouvoir conduire une ambulance. Catégorie mixité homme-femme dans le métier d'ambulancier. Est-ce que c'est un métier où les femmes ont leur place ? La preuve, bien sûr que oui. Au contraire, on a besoin de femmes. Comme on a besoin d'hommes dans notre métier, donc il faut des deux. Selon toi, est-ce que c'est difficile pour les femmes de se faire une place dans ce métier ? C'est pas du tout difficile pour les femmes de se faire une place dans le métier. On le voit par chez nous, comme on est environ 50-50, il y a autant d'hommes que de femmes. Est-ce que c'est discriminant pour une femme de faire ce métier ? Non, du tout, au contraire. Et puis après, c'est vrai qu'on peut nous dire, oui, une femme, ça s'est pas porté, une femme, ça n'a pas de force, mais déjà, on n'est pas tout seul. Généralement, on est toujours en binôme homme-femme. Donc du coup, on a aussi le soutien des hommes qui sont là. Après, non, c'est pas discriminant, au contraire. Nos patients, ils ont besoin de nous. Il y a des situations où il faut une femme. Il y a plein de choses qui font que des fois, les patientes femmes ne veulent pas être touchées ou examinées par un homme. Donc en fait, c'est presque plus discriminant pour les hommes. Oui, mais dans le sens où justement, si tu as une femme, une patiente femme qui veut
que ce soit une femme qui s'occupe d'elle. Est-ce que toi, tu te sens pas discriminé à ce moment-là? Non, c'est le respect du patient tout simplement. Alors la mixité fait la complémentarité. Voilà, autant les hommes ont besoin des femmes, mais nous aussi, hein, il y a des situations, des fois sur des interventions où on a des patients qui peuvent être agressifs ou autres, et nous on se sent quand même plus rassurés avec un homme à nos côtés. Y a-t-il des adaptations justement dans ce métier pour que les femmes puissent le pratiquer? On fait le même métier que l'homme. Dans le sens où t'as pas des adaptations spéciales pour quand t'es une femme, parce que de toute façon, les adaptations qui sont mises en place sont bénéfiques tant pour les hommes que pour les femmes, pour pouvoir préserver son corps et son dos. Quelle est la tenue de travail? Est-ce qu'il y a un dress code justement pour être ambulancier? Bien sûr, une tenue professionnelle adaptée, les chaussures d'intervention, le pantalon, le haut, et bien sûr les protections individuelles comme les gants ou les masques selon les pathologies. Et est-ce que les vêtements sont adaptés au corps féminin? Je dois dire la preuve. Si tu dis la preuve, moi je te dirais la contre-preuve. Pensez aux cuisses s'il vous plaît, ça passe pas? Non, mais oui, il n'y a pas de différence. Après, on a des tenues qui sont adaptées autant qu'aux hommes et qu'aux femmes. Et... Justement, dans les souvenirs les plus improbables que vous avez cités tout à l'heure dans les TikTok, tu m'as parlé d'une intervention sous la neige. Est-ce que vos tenues sont adaptées Est-ce que vous avez une tenue différente selon qu'on est en hiver ou selon qu'on est en été? Est-ce que vous êtes obligé d'avoir les manches longues en été aussi? Non, l'été on peut très bien être en polo professionnel, et l'hiver on a des pulls, des vestes, des bonnets, des cache-cou. On peut s'adapter à toute saison. Nos tenues sont adaptables, on va dire, aux différentes saisons qu'on peut rencontrer au long de l'année. Mais pareil, on a des vestes adaptées, hein. On a des petites vestes d'été, on a des grosses vestes avec des doublures pour l'hiver. Donc non, on n'a pas froid et on a un peu chaud des fois. Mais donc du coup, les shorts? C'est rédhibitoire. Les shorts, les talons et voilà, toutes ces petites choses. La coquetterie, c'est pour à la maison. Le métier d'ambulancier a-t-il un équivalent féminin dans son intitulé? On est ambulancière. Est-ce que dans ton métier, tu as un accès facile aux toilettes? Parce que j'imagine que quand tu es ici en attente des interventions, tu as les toilettes. Quand tu es dans un établissement de santé, tu as accès aux toilettes. Qu'en est-il entre deux? On se retient quand on n'a pas le choix, hein. Après, on essaye d'y aller avant une intervention ou quand on a un petit temps dans les centres hospitaliers. Mais après, le reste, non, on ne va pas aux toilettes chez nos patients. On prend sur soi et puis on essaye de s'adapter. Dernière petite question sur cette thématique qui concerne tant les hommes que les femmes, c'est la question de la charge mentale et de la vie de famille à côté ou vie personnelle. Est-ce que quand on est ambulancier, on arrive à avoir une vie de famille ou une vie personnelle à côté? Faut savoir s'arranger. Surtout quand on commence à avoir des enfants, tout ça, il faut savoir gérer. Les horaires changent tous les jours. Les gardes, ça peut être la nuit, ça peut être le week-end, ça peut être les jours fériés. Donc parfois, mêler professionnels et privés, c'est pas toujours simple, mais ça se fait. Faut savoir faire, quoi. On prend l'habitude. Et puis un bon ambulancier est un ambulancier organisé, donc ça va de ce côté-là, quoi. Puis après, c'est vrai que c'est pas toujours facile pour les conjoints ou conjointes qui ne sont pas dans le métier de comprendre qu'il y a des inconvénients au niveau horaire. C'est surtout ce qui est le plus difficile, mais voilà, une fois qu'on s'adapte et puis qu'on trouve des solutions, on arrive à quand même combler. Nous, on a cette chance de pouvoir anticiper nos plannings et puis de gérer un petit peu nos gardes quand on le souhaite. On s'arrange avec les collègues lors de réunions mensuelles. Mais c'est vrai que c'est pas toujours simple de mêler les deux, mais on y arrive. Catégorie salariat versus indépendant. Est-ce que le métier d'ambulancier est un métier qui s'exerce uniquement en salariat, uniquement en indépendant ou qui peut être exercé dans les deux? Bon, uniquement en salariat. Non, ça n'existe pas, c'est vraiment juste salarié. Si jamais tu veux quand même être à ton compte et donc te lancer en tant que patron qui gère une boîte d'ambulanciers, comment ça se passe? Est-ce que c'est possible ou est-ce qu'il y a des petits trucs spécifiques? Alors c'est très compliqué. Ça marche sur de la licence. Et en fait, il faut savoir acheter des licences qui existent déjà chez d'autres patrons. Mais juste monter juste sa boîte comme ça, c'est impossible. C'est pas possible. Donc en gros, si tu veux t'agrandir, tu es obligé de racheter un confrère qui a décidé d'arrêter et tu peux pas avoir plus de véhicules ou créer d'autres sociétés. C'est ça, le nombre de licences est limité par société et par région. En gros, ce qu'on appelle licence, là, c'est-à-dire que c'est un agrément. Tu as aussi pour les véhicules ce qu'on appelle des AMS, donc des autorisations de mise en service. Sans ça, tu peux pas. Tout à fait. Sans ça, on peut pas se dire demain acheter un véhicule, mettre une croix bleue et en faire une ambulance, c'est pas possible. On va donc se concentrer sur la partie salariat. Quand on est ambulancier salarié, on a quel type de contrat? Est-ce que c'est du contrat stable, type CDI, CDD, ou est-ce que c'est plutôt du contrat type intérimaire ou vacataire? Non, c'est CDD, CDI. Il n'y a pas de contrat intérim
dans les ambulances. Généralement, selon les boîtes, on commence par des CDD, au moins ça permet de découvrir et puis aussi de voir un petit peu le salarié. Enfin voilà, lui, il prend ses marques dans le métier. Parce que c'est surtout quand on commence et qu'on vient d'être diplômé. Et puis après, généralement, on est embauché. Il y a de la demande. Question dont j'imagine déjà un peu la réponse. Est-ce que du coup, on trouve facilement un emploi dans le métier d'ambulancier ? Bien sûr. C'est un métier qui est très demandeur. On cherche beaucoup de main-d'œuvre dans toute la France. Donc en gros, tu as une limite, tu peux pas avoir plus de véhicules. Par contre, il faut avoir les ambulanciers pour pouvoir utiliser les véhicules. Et donc, ça recrute énormément puisqu'il y a 15 000 postes à pourvoir. Rendez-vous en formation. Catégorie junior versus senior. Alors junior dans le sens jeune dans la profession et senior, c'est-à-dire plus expérimenté dans la profession. Est-ce qu'en tant que junior qui démarre dans la profession, on arrive facilement à se faire une place ? Oui, bien sûr. Après, c'est à la personne de savoir s'intégrer le plus facilement possible, mais ça, on se sent très vite intégré, on est des équipes assez solides, soudées, donc ça se passe bien en général avec les nouveaux arrivants. Du coup, en tant qu'ambulancier, quand vous partez sur un véhicule donc type ambulance, vous êtes toujours en binôme. Est-ce que quand vous démarrez et que vous êtes nouveau dans la profession, vous vous êtes mis avec quelqu'un de plus expérimenté ? Oui, bien sûr. Après, généralement, quand on débute, on est avec un diplômé d'État, donc lui, il a déjà ses bases, il a son expérience dans le métier. Donc, on sait qu'au début, on est toujours un peu anxieux, toujours un peu à se poser des questions, etc. Mais on n'est jamais lâché tout seul. Généralement, on est bien intégré. Et puis nous, en tant qu'anciens salariés, on est là pour ça aussi. Justement, donc vous êtes 2 par ambulance, un qui conduit, l'autre qui est dans la cellule sanitaire. Est-ce qu'il y a un ordre justement, lequel est où ? C'est toujours le diplômé d'État qui doit être auprès du patient. S'il se passe quelque chose derrière, il faut pouvoir intervenir rapidement. Est-ce qu'il y a un système de mentorat ou de tutorat quand on arrive dans ce métier ? Par chez nous, ça marche comme ça. Il y a des gens qui se sont formés pour être tuteurs. Donc, ce sont les salariés qui accueillent, que ce soit les stagiaires, les nouveaux arrivants ou les fins de formation de diplôme, pour justement évaluer leurs capacités et leur apprendre des choses sur le terrain tous les jours. Est-ce qu'en tant qu'ambulancier, on peut avoir des évolutions de carrière ? Bien sûr, du coup, après, on peut aller travailler dans les bureaux pour devenir régulateur. Un régulateur, c'est la personne qui répartit un petit peu les plannings, les équipes, les véhicules sur les interventions et qui récupère les appels. Je ne dis pas de bêtises, donc que ça soit SAMU ou autre. Et donc, pour pouvoir faire ce poste, il faut obligatoirement avoir été sur le terrain avant et donc avoir été ambulancier. Il faut avoir une connaissance du métier, bien sûr, et puis des secteurs, et puis, de l'organisation au niveau des véhicules, des missions, comment gérer ces missions tout au long de la journée, bien sûr. Et est-ce qu'au-delà du poste de régulateur, il y a d'autres évolutions qu'on peut avoir ? On peut avoir des évolutions internes, comme c'est un poste où on va être plus dans la gestion du matériel, dans l'hygiène du véhicule. En gros, le régulateur, c'est un peu le chef d'orchestre qui organise tout avec ses super écrans d'ordinateur et qui fait une très belle mélodie à la fin, à base de 2 tons. Quand est-ce qu'on peut mettre le 2 tons ? Lorsqu'on est en intervention envoyée par le SAMU. Tu m'as parlé d'agent de qualité, justement, donc de la personne qui va vérifier les consommables et tout le matériel. Est-ce qu'il y a une date de péremption sur certains consommables ? Bien sûr, il y a beaucoup de consommables qui finissent par être périmés et qu'il faut renouveler au bout d'un certain temps. Et est-ce que tu dois régulièrement refaire le plein et du coup commander souvent des consommables ? Parce qu'il me semble que dans les tâches qu'on a fait ce matin, on doit vérifier avant de prendre son service qu'on a bien rempli tous ces stocks à chaque fois. Il faut toujours avoir du stock de prévu au cas où, ne jamais se retrouver, on va dire en galère, excusez-moi du terme, mais de matériel nécessaire. Faut toujours avoir tout sous la main, que ce soit dans le véhicule comme dans les locaux de l'ambulance, de la société. Dernière question dans cette catégorie, c'est l'emploi des seniors. Donc seniors, cette fois, personne plus avancée dans la fleur de l'âge. Est-ce que quand on est senior, on peut se reconvertir et devenir ambulancier ? On peut, tout à fait, quand on est en bonne condition physique et puis qu'on a envie de faire ce métier. Mais nous, par exemple, les anciens de chez nous finissent par faire beaucoup de VSL, du véhicule sanitaire léger, mais ils peuvent tout autant être dans les ambulances si ils en ont envie. Oui, parce que c'est quand même vachement physique comme métier, donc il faut pouvoir assurer toute une journée derrière. C'est ça, exactement. C'est surtout tout ce qui est les pathologies du dos. C'est vrai qu'on mobilise notre dos au quotidien et que plus on avance dans l'âge et plus on a des vieux os et que c'est plus compliqué. Mais voilà, si on est en bonne santé et puis qu'on a envie de devenir ambulancier à 50 ans, la porte est ouverte. Catégorie RSE, du respect de la planète, du bien-être animal, du bien-être du collaborateur en lui-même et de l'intelligence artificielle. Est-ce que justement le métier d'ambulancier est un métier respectueux de l'environnement ? Alors oui, du coup, tous nos produits de désinfection, que ce soit tout ce qui est manigel, désinfection pour les véhicules, pour le matériel, sont sans pictogramme de danger. Donc c'est pas nocif pour l'environnement et non plus pour ta peau. Tout à fait, c'est ça. Alors on a aussi des véhicules hybrides qui sont arrivés chez nous depuis peu.
Surtout les VSL. Les ambulances allongées, nous n'avons pas encore. Ça arrivera d'ici quelques temps, je pense. Mais depuis peu, oui, on se déplace en hybride. Après, on recycle nos consommables. Quand ils sont périmés, on les utilise pour faire nos formations continues. Tous nos déchets liés aux soins sont recyclés par une entreprise qui est certifiée par l'État. Alors, on va parler très rapidement du bien-être animal, même si vous vous occupez pas des animaux, mais vous êtes parfois amené à rouler en pleine campagne. Est-ce que parfois vous faites des rencontres impromptues d'animaux sur la route ? Ah oui, il faut être vigilant dans notre conduite parce que on rencontre des sangliers, des chevreuils, des biches, des renards, enfin toutes sortes des chats, des chiens qui traversent la route. Il faut être vigilant et faire attention à notre conduite. Oui, parce qu'au-delà du bien-être animal, si tu piles à ce moment-là, à l'arrière, il va pas être content, le patient. C'est pour ça qu'il ne faut pas rouler n'importe comment. Il faut toujours adapter sa conduite, que ce soit à cause d'un animal ou à cause d'une voiture qui ne nous donne pas la facilité de passage ou qui grille un stop. Toujours faire attention à notre conduite. On parlait des véhicules. Est-ce qu'il y a un soin particulier qui leur est apporté, justement ? Le contrôle technique, tous les ans, même sur les véhicules neufs, que ce soit véhicules sanitaires légers ou ambulances. Et est-ce qu'au-delà du contrôle technique très très régulier, vous avez une sorte de petite révision que vous faites ? Alors nous ici en interne, on fait un check-up, on va dire, complet tous les 15 000 km. Le véhicule est arrêté pendant une journée et notre mécanicien vérifie le véhicule de A à Z pour repartir sur une bonne base le lendemain. On va parler maintenant du bien-être du collaborateur, donc c'est-à-dire de vous en tant qu'ambulancier. Est-ce que c'est un métier où on prend soin du bien-être du collaborateur ? Bien sûr, il y a des choses qui sont mises en place justement pour du matériel adapté pour pouvoir moins mobiliser notre dos lors de transfert de patients, nos tenues pour pas qu'on se blesse. Je pense par exemple à nos chaussures où s'il y a quelque chose qui tombe dessus ou autre, on est un petit peu plus sécurisé. Est-ce que par exemple vous avez une formation tout ce qui est geste et posture pour éviter d'avoir des troubles musculo-squelettiques ? Pendant notre formation, on a carrément un module sur tout ce qui est l'ergonomie. Il faut savoir bien se positionner lors des transferts de patients, lors des charges lourdes. Formation continue dans notre entreprise. On fait aussi la manutention parce qu'on fait surtout de la trauma ou les choses comme ça. C'est vrai qu'on trouve les solutions ou les postures qu'il faut adapter au mieux pour le patient, parce que c'est vrai qu'au domicile, c'est pas toujours simple non plus. Des fois, il y a des domiciles qui sont encombrants ou les choses comme ça, et on s'adapte et on trouve toujours les meilleures postures et les meilleures manipulations pour le bien-être du patient et de nous. Tu parles de domicile pas très accessible. Est-ce que ça arrive que tu doives aller chercher des patients qui sont par exemple au 3e étage sans ascenseur ? Si oui, comment tu fais ? Bien sûr, on a du matériel adapté. Après, en fonction, on a des chaises portoirs dans nos véhicules. On a les MID, les matelas immobilisateurs à dépression. On a des civières scoop. On a du matériel adapté. Et puis, on sort les bras et on sécurise notre descente avec notre patient. Et c'est quoi une civière scoop ? C'est une planche qui est dure, qui va nous permettre d'aller prendre le patient, d'aller la placer sous le patient pour pouvoir le mobiliser plus facilement et pour pouvoir le relever en sécurité, bien sûr, pour pouvoir le poser sur notre brancard ou le matelas immobilisateur à dépression. Et est-ce qu'on a besoin d'avoir une hygiène alimentaire particulière, vu qu'on a quand même un métier assez fortement beaucoup sportif ? Alors oui, il faut quand même essayer de faire attention parce que c'est pas toujours simple dans notre métier, c'est vrai, j'avoue que c'est pas toujours simple de manger correctement, mais on essaye de toujours faire au mieux, de pas non plus, passer ses journées à grignoter ou des choses comme ça. Est-ce que justement vous avez le temps de manger sur les heures de repas, ou est-ce que vous mangez un truc à la va-vite dans l'ambulance entre deux patients ? Alors ça dépend, c'est pas toujours simple, il y a des jours où on a le temps de manger... de manger notre repas normalement, il y a des jours c'est un peu plus compliqué, on essaie de trouver 5 minutes pour essayer de manger rapidement. On va parler d'un sujet très d'actualité, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle a un impact sur votre profession et est-ce que vous vous en servez au quotidien également ? Ça n'a pas encore d'impact, ça viendra sûrement, mais pour le moment, non. On va terminer par la catégorie de l'accessibilité handicap. L'objectif, c'est que je vous donne un handicap, un trouble ou une pathologie. Vous allez me dire si c'est possible de faire le métier d'ambulancier, si c'est impossible ou si c'est possible avec des adaptations, si oui lesquelles, même si elles n'existent pas encore aujourd'hui, mais qu'elles pourraient éventuellement être mises en place. Avant de parler des différents troubles, pathologies et handicaps, est-ce qu'il y a un système de validation médicale, de visite médicale pour pouvoir être ambulancier ? Alors oui, il y a tout d'abord une visite médicale avant de rentrer en formation et ensuite on a une visite médicale aussi chez un médecin agréé pour le permis de conduire ambulance. Est-ce que si jamais j'ai un handicap visuel, je peux être ambulancier ? Si le médecin cautionne et atteste qu'on peut conduire, il n'y a pas de souci. Après, on n'est pas toujours tout seul, donc tout dépend du niveau d'handicap visuel. Si je te dis aveugle total ? Non, pas possible. Si je te dis problème de vue avec grosse correction ? Si le médecin atteste que c'est possible, oui. Est-ce que si on est daltonien,
on peut être ambulancier? Bah, bien sûr, il y a pas de contre-indication. Il y a des situations où on a besoin de savoir, alors on ne va pas rentrer dans les détails lors d'intervention, mais sur certaines pathologies, on a besoin de voir un petit peu, mais on est toujours deux, donc généralement, on a notre collègue pour nous assister. Si je te dis handicap auditif? Donc c'est sur visite médicale, c'est toujours le médecin qui décide. Nous, après, on ne peut pas juger si réellement il est apte ou pas. Ce sera sur décision médicale. Mais donc c'est le médecin qui va décider que éventuellement, si la personne sourde est appareillée et capable de communiquer, elle va pouvoir être ambulancier. Voilà, tout à fait. Si je te dis handicap moteur, est-ce que c'est possible d'être ambulancier? Bah, ça dépend quel handicap, mais c'est vrai que ça peut être compliqué. Si c'est un handicap où on est en fauteuil roulant ou des choses comme ça, c'est pas possible. Par contre, bien sûr, c'est vrai que si on a été salarié ambulancier et qu'on a subi un traumatisme qui nous amène à avoir un handicap moteur, c'est à ce moment-là où on peut avoir une évolution de devenir régulateur ou facturateur ou secrétaire, ou enfin voilà, une évolution au niveau des bureaux. On va aborder les troubles 10. Est-ce que si on est dyslexique, donc c'est-à-dire des problèmes avec la lecture, on peut être ambulancier? Donc ça risque d'être compliqué dans la transmission aux soignants, dans la prise d'informations et aussi durant les formations tout simplement. Si je te dis dysorthographique, donc c'est-à-dire des difficultés pour l'écriture, est-ce que c'est possible d'être ambulancier? Bien sûr, tout à fait. Lorsqu'on passe nos bilans, on a une feuille à remplir, une feuille bilan, mais voilà, il y a notre collègue encore une fois pour nous aider. Donc... Si je te dis dyscalculique, donc c'est-à-dire des problèmes avec les chiffres, est-ce que c'est possible d'être ambulancier? Oui et non, mais c'est surtout dans la prise d'info des constantes. Ça va être compliqué, on va dire, dans la prise d'info de tout ce qui est constante. C'est vrai que pas se rendre compte des chiffres, ça peut être un blocage. Tout de suite, dans notre bilan, ça va compliquer la chose. Tu administres pas de médicaments parce que c'est pas ton rôle, mais est-ce que ça t'arrive d'utiliser d'autres choses? L'oxygène, tout simplement. Ça peut arriver qu'on administre de l'oxygène. Si on se trompe sur les dosages, tout de suite, ça peut être dangereux pour le patient. Est-ce que quand on est dyspraxique, donc c'est-à-dire avoir des soucis de repérage de soi-même et du reste du monde dans l'espace, ça peut être compliqué pour être ambulancier? Oui, je pense que ça peut être compliqué. On en parlait tout à l'heure, de la double présence, pardon. Il faut être conscient de ce qu'on est, où on est et de ce qu'on fait. Si on a un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc c'est-à-dire une difficulté à rester focus sur les choses, est-ce que c'est possible d'être ambulancier? Alors c'est possible, mais dans certaines situations, ça va être compliqué dans le sens où il faut rester concentré sur ce qu'on nous dit, sur les infos qu'on nous transmet. Et c'est vrai que si on n'écoute pas ce que le patient peut nous dire, ce que le personnel médical peut dire, tout de suite ça peut faire un blocage. Si je dis hyperactivité, est-ce que ça peut être gênant ou pas pour faire ce métier? Alors, ça peut être gênant, après, c'est pas contradictoire. C'est sûr qu'il faut savoir faire un travail sur soi. Enfin voilà, il y a des situations où il faut savoir rester calme, justement, face à nos patients. Justement, l'hyperactivité, ça peut être un super avantage quand on a un métier super physique comme le vôtre, parce que on a beaucoup d'énergie à dépenser et c'est une bonne façon de se dépenser. Oui, aussi, bien sûr. Après, il faut toujours faire attention à ce qu'on fait, bien sûr, dans les règles de manutention, des règles de sécurité aussi. Mais oui, ça peut être un avantage, bien sûr. Et puis, ça motive le collègue un peu plus quand lui, il est fatigué. Si je te dis hypersensibilité, donc c'est-à-dire le fait de ressentir les émotions plus fortement, est-ce que quand on est ambulancier, ça peut être compliqué d'être hypersensible? Alors oui, ça peut être compliqué si on se met facilement à la place des gens. Tout de suite, émotionnellement, à la fin de la journée, ça va être dur. Si on prend toutes les douleurs, tous les maux, toutes les maladies des gens ou les tristesses, on risque de se retrouver sur le brancard, comme on dit. Donc en gros, il faut avoir une bonne gestion des émotions et puis réussir à se couper un petit peu des personnes que tu transportes. Alors tu dois être à la fois dans l'empathie avec eux, mais il faut pas ramener avec toi tout ce que tu as vu, entendu et puis ressenti, quoi. C'est ça, il faut savoir créer une barrière émotionnelle, prendre un peu de recul sur soi, mais tout en restant bien sûr dans l'empathie des gens. On va aborder les deux derniers troubles. D'un côté, le trouble du spectre autistique et de l'autre côté, le HPI, le haut potentiel intellectuel, qui n'est pas officiellement reconnu comme un handicap, mais qui peut l'être sur certains aspects, notamment ne pas avoir les codes sociaux. On va aborder ça par rapport à deux sujets. Le premier, c'est la routine. Parce qu'une personne ayant le trouble du spectre autistique a besoin de beaucoup de routine pour être rassurée. À l'inverse, le HPI, la routine, c'est pas du tout un truc qu'il apprécie. Est-ce que c'est un métier routinier? On a des choses qui sont d'ordre de routine et d'autres qui ne le sont pas, bien sûr. Alors oui, on arrive le matin, on a les mêmes choses à faire pour pouvoir prendre en service notre véhicule et notre journée. Mais après, nos journées se ressemblent jamais. Un patient qu'on transporte tous les jours, la prise en charge peut être différente d'un jour à un autre. On n'est pas toujours envoyé sur les mêmes interventions tous les jours. Et donc non, une journée ne se ressemble pas d'une journée à l'autre. Deuxième sujet, ça va être les hyperesthésies. Donc les hyperesthésies, c'est avoir un des 5 sens plus développés, donc ça peut aller de un peu gênant à carrément handicapant. Est-ce que si on a une hyperesthésie
auditive, donc c'est-à-dire l'ouïe très développée, ça peut être gênant. Est-ce que ton métier est super bruyant? Il y en a qui hurlent, bien sûr. Après, ça dépend. Enfin, jamais, chacun gère sa douleur et son stress et sa pathologie comme patient qui peut avoir très mal, qui ne va pas hurler, et puis un autre qui va crier à nous casser les oreilles. Enfin, je ne sais pas, mais enfin, voilà, je pense pas que ça soit un inconvénient. Après, oui, ça peut être gênant et fatigant en fin de journée quand on a une hypersensibilité au niveau de ce sens-là. Je suppose qu'on n'a pas le droit d'avoir des boules caisses ou un casque pour pouvoir compenser. Non, bah bien sûr, c'est comme la conduite. Enfin, c'est interdit de rouler, de conduire avec des boules caisses ou un casque. Si je te dis hyperesthésie olfactive, donc c'est-à-dire l'odorat plus développé, est-ce que tu as un métier avec des odeurs fortes? Alors oui, parfois ça peut arriver qu'il y ait des odeurs assez désagréables. Après, avec l'expérience, nous on apprend pas ça à côté. Ce truc de plus ressentir les odeurs, ça peut être compliqué dans certains cas. Après, vous avez les petits désodorisants que vous mettez dans les véhicules qui permettent de camoufler un peu les odeurs quand même. Oui, bien sûr. Après, voilà, on a des petits désodorisants à mettre dans les véhicules. Après, c'est vrai que parfois sur place ou quoi, ça peut être un peu plus compliqué pour nous personnellement parce qu'on n'est pas dans notre environnement personnel. Après, en hiver, vous pouvez mettre un petit peu de parfum sur votre cache-cou et puis du coup ressentir un peu moins les odeurs aussi. Oui, voilà, ça, chacun a sa petite astuce personnelle. Est-ce que si on a une hyperesthésie visuelle, donc c'est-à-dire une forte sensibilité à la lumière, est-ce que c'est un métier où il y a beaucoup d'exposition à la lumière? Alors, ça dépend à quel moment, mais bien sûr, par exemple, je pense notamment à la nuit, lorsqu'on roule de nuit, enfin voilà, avec les phares et tout ça, ça peut être un petit peu compliqué. Alors moi, je pense à la lumière à l'intérieur de l'ambulance, qui est une lumière assez dure quand même, parce que tu es censé quand même voir ton patient et ce qu'il a. Ça peut être un peu fort comme lumière. Après, on a des lumières adaptées dans le véhicule, avec une sensibilité, une intensité gérable, et des lumières bleues qui peuvent apaiser un petit peu ce trouble. Dernière hyperesthésie, l'hyperesthésie cutanée, donc c'est-à-dire ne pas supporter d'avoir des choses sur les doigts qui collent et qui poissent. Est-ce que ça peut être gênant dans ton métier? Alors, il y a les gants, mais c'est après vraiment, c'est une gêne. Oui, ça peut être gênant pour la personne vraiment qui ne supporte pas d'avoir des choses sur les mains, même avec les gants. Alors, en général, avec les gants, ça passe quand même. Merci beaucoup pour toutes vos réponses précieuses sur le métier d'ambulancier. J'espère qu'on vous a donné envie de faire ce métier. Rendez-vous sur les différents réseaux pour voir la vidéo principale, les 15 TikTok et le live questions-réponses. Et on se dit à bientôt pour le prochain test métier.